Nous allons commencer le cours et nous allons parler du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Bien sûr, le cours va essentiellement être centré sur le système nerveux central, le système nerveux périphérique ayant été introduit et décrit dans les cours même précédents, dans le système 6. Le premier cours est simplement une description et une mise en place du système nerveux. J'ai décidé, mais ça c'est purement ma décision, de vous faire tous les dessins au tableau. Vous allez avoir à votre disposition la présentation PowerPoint qui a été faite l'année dernière. Peut-être que l'une ou deux d'entre elles seront corrigées, mais vous les avez déjà à votre disposition. Je sais qu'ils sont sur le site de la faculté de médecine. Donc je vais directement passer sur le tableau et vous allez devoir donc essayer de ne pas vous mettre devant les tableaux, voilà, ça marche. Et deuxièmement, vous allez devoir m'arrêter lorsque par hasard je déborde le tableau, car il y a des limites à ce tableau, comme vous pouvez le voir. Ici, je ne peux pas aller en dehors de cette limite. Donc la première chose, qu'est-ce que le système nerveux? Eh bien, le système nerveux, quand il est central, il est situé à l'intérieur du crâne ou à l'intérieur de la colonne vertébrale. Ensuite, ce système nerveux va avoir des prolongements qui vont sortir du crâne, sortir de la colonne vertébrale, et ils vont ainsi s'appeler le système nerveux périphérique. Donc, nous allons commencer par le système nerveux central. Je vais vous mettre en place une vue latérale de l'encéphale. À l'intérieur du crâne, vous avez en effet l'encéphale. Et l'encéphale va être constitué de plusieurs parties. La première partie que je viens de dessiner, c'est le cerveau. Et la particularité du cerveau, c'est d'avoir deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. À l'intérieur de ce cerveau, vous allez avoir, et je le mets en pointillé, un cerveau intermédiaire. Ce cerveau intermédiaire, en fait, est beaucoup plus connu sous son nom embryologique. Ce cerveau intermédiaire porte le nom de diencéphale. Il est connu aussi sous le nom de son ventricule, qui est le troisième ventricule. En dessous de ce cerveau, mais appartenant toujours à l'encéphale, vous allez avoir ce que l'on appelle le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une petite partie du cerveau, de l'encéphale, située en dessous du cerveau, donc le tronc cérébral. Il est situé en dessous du cerveau et le tronc cérébral va être la jonction entre le cerveau et la moelle. Il est formé de trois parties, comme je l'ai dessiné. La partie la plus supérieure, et nous pouvons peut-être orienter le dessin, ici nous serons à la partie supérieure du dessin, et ici à la partie dorsale ou postérieure. Eh bien, ce tronc cérébral, qui est donc à la partie antérieure, est constitué d'une part, la partie la plus haute s'appelle les pédoncules. Les pédoncules, au pluriel, et cérébraux. Mais ces pédoncules cérébraux, cette partie du tronc cérébral, porte aussi d'autres noms. Et là aussi, elle est très souvent connue sous son nom embryologique. Et son nom embryologique est le mésencéphale. Et très souvent dans les livres, si vous avez recours à des livres, vous aurez des chapitres intitulés le mésencéphale, et ça ne sera rien d'autre que les pédoncules cérébraux. En dessous du tronc cérébral,
Vous avez une partie qu'on appelle le pont. Donc ici, vous avez le pont. Et ici, vous avez le mésencéphale. Et en dessous du pont, vous avez la moelle allongée, qui anciennement était appelée le bulbe. Donc le bulbe, c'est exactement la même chose que la moelle allongée. C'est l'ancienne terminologie, c'est l'ancienne classification, et c'est la partie la plus inférieure du tronc cérébral. Située en arrière du tronc cérébral, vous allez avoir une autre partie du système nerveux central et appartenant toujours à l'encéphale, qui est le cervelet. Et le cervelet est un petit cerveau situé en dérivation. Il est toujours représenté avec des lamelles, car en fait, ce sont des lamelles nerveuses parallèles entre elles. Donc, en arrière, eh bien, vous avez du tronc cérébral, vous avez le cervelet. Et le cervelet, eh bien, vous devez d'emblée mémoriser quelque chose, c'est que l'adjectif qui correspond au cervelet s'appelle cérébelleux. Donc, l'adjectif, c'est cérébelleux. Et vous verrez qu'il ne faut pas oublier cet adjectif pour ne pas confondre ce qui est cérébral de cérébelleux. Donc, nous sommes dans l'encéphale. L'encéphale, je le répète, a différentes parties. La première partie, c'est le cerveau avec 2 hémisphères. La deuxième partie, c'est le cerveau intermédiaire, souvent appelé par son nom embryologique le diencéphale, souvent connu sous son nom ventriculaire. Il contient le 3e ventricule. Ensuite, vous avez le tronc cérébral. Il est situé à la partie inférieure et antérieure de l'encéphale. Il est constitué de 3 parties. Les pétoncules cérébraux, qui correspondent au mésencéphale et qui est plus souvent connu sous le nom de mésencéphale. Et en dessous, le pont, puis la moelle allongée. La moelle allongée s'appelle le bulbe. Et très souvent, vous entendrez parler de syndrome bulbaire. Eh bien, ce n'est rien d'autre que la moelle allongée. En arrière du tronc cérébral, vous retrouvez le cervelet et une petite aparté, l'adjectif qui correspond au cervelet s'appelle cérébelleux. En dessous, alors, tout d'abord, l'encéphale est situé à l'intérieur du crâne. Donc la limite, alors je vais le faire, bien sûr, l'encéphale est contenu complètement à l'intérieur du crâne. Moi, je vais le détacher du crâne pour des raisons de dessin et pour une autre raison après, que je vais vous donner dans un instant. La limite inférieure de la moelle allongée correspond au foramen magnum. Donc la limite inférieure de ma moelle allongée, elle correspond ici au foramen magnum. Et je répète, l'encéphale est contenu dans le crâne, dans la cavité crânienne, et il n'y a pas, on va le voir dans un instant, la seule chose qui sépare l'encéphale du crâne, de l'os crânien, ce sont les méninges. Alors si on continue notre classification, eh bien l'autre élément du système nerveux central, c'est la moelle. Et la moelle, elle est en continuité du bulbe, en continuité de la moelle allongée. Elle est située à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et donc cette moelle, on peut schématiser grossièrement, et ceci très très grossièrement, ici des vertèbres sous des formes de petits pointillés. Et la première particularité de cette moelle, c'est de s'arrêter quelque part à l'intérieur du canal vertébral et elle va s'arrêter au bord supérieur de la seconde vertèbre lombaire. Alors bien sûr, je le répète, j'ai hypertrophié le canal vertébral pour des raisons que je vais vous donner dans un instant et pour mettre en place
pour mettre en place les ménages qui vont arriver dans un instant. Donc, il y a d'une part l'encéphale, il y a d'autre part la moelle. Et la moelle, pour ne pas la confondre avec la moelle allongée, on l'appelle en général la moelle spinale. Donc là, vous connaissez toutes les différentes parties du système nerveux central. Qu'est-ce qui va partir de ce système nerveux central? Eh bien, le système nerveux périphérique. Et d'emblée, je vais vous marquer par une flèche ce qui va partir du système nerveux central et de l'encéphale, ce sont les nerfs crâniens. Et je pense que maintenant, vous connaissez tous les nerfs crâniens. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va partir de la moelle spinale? Ce sont les nerfs spinaux. Mais nerfs crâniens et nerfs spinaux appartiennent déjà au système nerveux périphérique. Donc on va opposer le système nerveux central au système nerveux périphérique. La deuxième chose que nous allons mettre en place, ce sont les méninges. Le système nerveux est contenu dans ce qu'on appelle des membranes, et ces membranes sont au nombre de 3 et portent le nom de méninges. Ces méninges, elles vont entourer tout le système nerveux. Et la première méninge que nous allons retrouver, en fait, c'est la dure mère. Et la dure mère, elle entoure et elle est complètement accolée à l'os dans la cavité crânienne. Tout décollement de la dure mère au niveau du crâne est pathologique. Donc la première méninge, c'est la dure mère. Au niveau du crâne, tout décollement de la dure mère est pathologique. Cela va donner un hématome, par exemple, un hématome extradural, s'il y a une atteinte de l'artère située, par exemple de l'artère ménagée moyenne, qui se met à saigner, eh bien vous allez avoir un décollement de la dure mère, vous aurez un hématome extradural. Cette dure mère, si on la met en place sur une coupe frontale, donc perpendiculaire à ce dessin qui était une vue latérale, eh bien vous allez la retrouver, comme je viens vous le dire. Alors voici l'os. Je viens de vous dire que la dure mère était complètement accolée à l'os au niveau du crâne, donc je peux doubler complètement l'os. Et cette dure mère crânienne va envoyer en profondeur 2 expansions principales. La première expansion est une expansion qui est sagittale. Ça s'appelle la faux du cerveau. Donc la première expansion, elle est sagittale et elle s'appelle la faux du cerveau. La faux du cerveau va séparer les 2 hémisphères cérébraux. La seconde expansion, c'est la tente du cervelet. Et la tente du cervelet va séparer la cavité crânienne en 2 parties, une grande fosse et une petite fosse. Dans la grande fosse, vous allez retrouver la coupe des hémisphères cérébraux. Donc en voici un, en voici un second. Et ceux-là, je vais vous les mettre en coupe. Donc dans la grande fosse crânienne, vous avez une expansion de la dure mère qui s'appelle la faux du cerveau, elle est sagittale, elle va venir rejoindre
la seconde expansion principale à connaître, la tente du cervelet, et elle va ainsi séparer les deux hémisphères cérébraux. La tente du cervelet, elle, va délimiter en haut la petite cavité du cerveau. Et vous allez retrouver à l'intérieur le cervelet et le tronc cérébral. Sur cette coupe, je ne vous mettrai que le cervelet. Et le cervelet est formé de 3 parties. Une partie médiane, qu'on appelle le vermis cérébelleux, et 2 parties latérales, qu'on appelle les hémisphères cérébelleux. Je vous rappelle que le cervelet, c'est un petit cerveau en dérivation du grand, qui est formé de lamelles parallèles les unes entre elles. Il est situé dans la fosse postérieure, il est situé dans la petite cavité du crâne, et il présente donc 3 parties, un vermis et 2 hémisphères. Comme vous avez pu le voir sur mon schéma, à chaque fois que j'ai fait une rencontre de la dure-mère pariétale avec une expansion dure-mérienne, j'ai laissé en place un triangle. Il existe en effet des dédoublements de la dure-mère situés dans le crâne à des endroits très précis. Sur cette coupe, vous en voyez 4. Et ces dédoublements de la dure-mère correspondent à des sinus veineux. Vous allez avoir du sang veineux, et ces sinus veineux vont permettre de drainer le sang veineux qui se situe dans la boîte crânienne. Dans ces sinus veineux, eh bien, vous aurez, comme je viens de le dire, du sang veineux. Donc je le mets en bleu. Vous voyez ce bleu ? Comme ceci. Alors, il existe plusieurs sinus veineux à l'intérieur du crâne. Celui qui est situé tout en haut ici s'appelle le sinus longitudinal supérieur. Celui qui est en bas ici s'appelle le sinus droit, s'il est déjà au niveau de la tente du cervelet. En fait, c'est la rencontre du sinus longitudinal inférieur qui va former le sinus droit. Et latéralement, sur ce schéma, vous en voyez 2, et ce sont les sinus latéraux. Les sinus latéraux vont donner naissance au golfe de la veine jugulaire et à la veine jugulaire interne. Donc les sinus veineux qui sont situés dans des dédoublements de la dure-mère, qui n'ont pas à proprement parler de parois veineuses, la paroi de ces sinus, c'est la dure-mère, vont quand même s'écouler et donner naissance à une veine très importante, puisque les sinus latéraux vont donner le golfe de la veine jugulaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui va se passer à la partie supérieure, ici, au niveau du sinus longitudinal supérieur. En effet, jusqu'à présent, nous n'avons parlé que d'une méninge qui est la dure-mère. Il existe 2 autres méninges. Ces 2 autres méninges sont d'une part l'arachnoïde et d'autre part l'apimère. Si j'agrandis le dessin qui est situé en haut de celui-ci, voici l'os. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? De la dure-mère accolée à l'os. On a mis en place une expansion de la dure-mère qui est la faux du cerveau, et on a délimité un sinus qui est le sinus longitudinal supérieur. On avait mis en place les hémisphères cérébraux, donc on va en voir qu'une petite partie. Et bien sûr, il y en a un droit et il y en a un gauche.
l'arachnoïde tapisse complètement la dure mère. Donc l'arachnoïde est très fine, elle va tapisser complètement la dure mère et elle va s'invaginer partout où la dure mère se trouve. Donc l'arachnoïde tapisse la dure mère. Elle se trouve à distance de la substance nerveuse. Et l'autre particularité de cette arachnoïde, c'est qu'elle va envoyer dans le sinus veineux des villosités. Et ces villosités, qui s'appellent des villosités arachnoïdiennes, vont permettre la résorption du liquide cérébro-spinal. La pimère, elle, tapisse complètement la substance nerveuse. Elle est située accolée à la substance nerveuse et elle va s'invaginer partout où il y aura de la substance nerveuse. On va la retrouver à chaque fois que la substance nerveuse s'enfonce à l'intérieur d'elle-même par un sillon. Cette pimère, elle est très importante car on l'appelait autrefois la méninge vasculaire. Elle accole sur le système nerveux les vaisseaux qui irriguent le système nerveux, les artères surtout et les veines. Entre arachnoïde et pimère, un espace. C'est l'espace sous-arachnoïdien. Et il est rempli de liquide cérébro-spinal. Donc, l'autre point tout à fait important, c'est, je ne vous l'ai pas marqué ici, la pimère. Entre pimère et arachnoïde, un espace. Et cet espace contient du liquide cérébro-spinal. Ça veut dire que le liquide cérébro-spinal chemine dans les espaces sous-arachnoïdiens et va être résorbé, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, au niveau du sinus longital supérieur, grâce à des villosités qui sont les villosités arachnoïdiennes. Donc, premier point, on sait qu'il y a un système nerveux central, on sait que ce système nerveux central, l'encéphale dans la boîte crânienne, est protégé par des méninges, mais est aussi protégé par un espace liquidien dans lequel on retrouve du liquide cérébro-spinal. Pour finir sur les méninges, que se passe-t-il au niveau de la moelle ? Eh bien, au niveau de la moelle, et c'est pour ça que j'ai hypertrophié le canal vertébral, la dure mère n'est pas du tout accolée à la paroi osseuse. Et la dure mère descend plus bas que la moelle. Il existe donc, au niveau de la colonne vertébrale, un cul-de-sac dural rempli de liquide cérébrospinal et dans lequel, et on le reverra ici en décrivant la moelle, vous allez retrouver des racines qui vont former les nerfs spinaux. Et ces racines vont littéralement être libres dans ce liquide cérébrospinal avant de sortir par les foramens intervertébraux. Et on verra qu'au niveau de ce canal vertébral, il existe donc en dessous de la terminaison de la moelle des racines complètement libres, et ces racines complètement libres portent un nom que je vais vous donner tout de suite. Ça s'appelle la queue de cheval.
Mais j'anticipe déjà sur le cours suivant, celui de 15 heures. Donc, une différence notoire au niveau des méninges entre les méninges crâniennes, où la dure-mère est accolée à l'os, et les méninges de la colonne vertébrale et les méninges spinales qui sont décollés de l'os, avec pour conséquence une moelle qui s'arrête avant la terminaison du cul-de-sac dural, avec des racines qui flottent dans ce liquide cérébrospinal et surtout un espace entre l'os et la dure-mère, et cet espace s'appelle l'espace épidural. Et dans cet espace épidural, vous allez avoir de la graisse, des vaisseaux, etc. Alors, le liquide cérébrospinal, vous avez vu où il était situé au niveau des méninges, mais où est-il réellement? D'où vient-il ce liquide cérébrospinal? Eh bien, ce liquide cérébrospinal vient de cavités qui sont situées à l'intérieur de l'encéphale. Et ces cavités, nous allons tout de suite les mettre en place. En fait, il faut vous souvenir qu'au niveau embryologique, vous allez avoir une vésicule. Alors, le titre ici, c'est ventricule. Il faut changer de tableau. Donc, ventricule. Il existe à l'intérieur de l'encéphale, en définitive, des cavités, et ces cavités vont permettre d'avoir du liquide cérébrospinal à l'intérieur pas de chance. Ouais. D'accord. Donc, des ventricules. Vous savez que le système nerveux, à l'origine, était un tube et qu'il y avait la première vésicule qui va donner la vésicule diencéphalique et qui va donner, je vais mettre diencéphale, ça sera plus court, qui va donc donner ce que je vous disais tout à l'heure, le troisième ventricule. Autour de cette vésicule diencéphalique va s'entourer deux autres vésicules. Et il va y avoir un mouvement de rotation autour de cette vésicule diencéphalique que vous allez retrouver tout au cours du système nerveux central. Vous allez voir s'entourer la substance nerveuse, vous allez voir s'entourer énormément de choses autour d'un point. Et pour les ventricules, le pivot d'enroulement, c'est le diencéphale, c'est le troisième ventricule. Alors que se passe-t-il? Je vais vous dessiner les ventricules pour vous donner les noms de ces ventricules. Il est évident que nous allons les revoir dans 2 jours. Alors, premier ventricule à décrire, le ventricule du diencéphale, le ventricule du cerveau intermédiaire, le troisième ventricule. À l'état adulte, je dirais, il prend une forme un peu particulière. Donc ça, c'est le troisième ventricule. Ce ventricule va se continuer par la cavité qui est située au niveau du tronc cérébral. Et vous allez avoir en continuité le troisième ventricule avec la cavité du tronc cérébral qui est le quatrième ventricule. Entre le troisième ventricule et le quatrième ventricule, un conduit qu'on appelle l'aqueduc du cerveau.
Et l'aqueduc du cerveau correspond à la cavité du mésencéphale. C'est la cavité mésencéphalique. En dessous, le quatrième ventricule, lui, va être la cavité du pont et de la moelle allongée. Et normalement, elle se continuerait par le canal de l'épendyle, qui serait le canal de la moelle spinale. Chez l'homme, ce canal est obstrué. Autour du troisième ventricule, c'est-à-dire de la cavité diencéphalique, vous allez avoir ce phénomène d'enroulement de deux ventricules, un droit et un gauche. Ces ventricules portent le nom de ventricules latéraux. Et ils vont complètement s'enrouler autour de la cavité diencéphalique. Donc, vous devez automatiquement retrouver un ventricule latéral droit et un ventricule latéral gauche. Alors, je vous le dessine comme ceci. Je pourrais, en profondeur, vous en mettre un autre. Mais je ne sais pas si vous pouvez... Ah si, ça se voit. OK. Donc, quels sont les noms des ventricules, c'est-à-dire des cavités situées à l'intérieur de la substance nerveuse? La cavité, je vous l'ai déjà donné, du diencéphale, c'est-à-dire du cerveau intermédiaire, porte le nom de troisième ventricule. Autour de la cavité du troisième ventricule vont s'organiser les cavités des hémisphères cérébraux qui portent le nom de ventricules latéraux. Ensuite, il existe une relation entre le troisième ventricule et les cavités du tronc cérébral. Les cavités du tronc cérébral s'appellent l'aqueduc du cerveau, au niveau des pédoncules cérébraux, et du quatrième ventricule, en ce qui concerne le pont et la moelle allongée. Ensuite, il se continue normalement cette cavité au niveau de la moelle spinale, mais elle est obstruée chez l'homme. Le liquide cérébrospinal, qui est l'objet de la mise en place du liquide des cavités, est situé dans tous ces ventricules. Le liquide cérébrospinal est contenu dans ces ventricules. Et le seul endroit où il peut sortir de ces ventricules, c'est au niveau du quatrième ventricule. Donc le liquide cérébrospinal va se retrouver dans les ventricules. Il est contenu par le ventricule. Et le seul endroit où il sort de la substance nerveuse, ce sera au niveau du quatrième ventricule. Ceci a une conséquence tout à fait importante. Vous pouvez imaginer que l'aqueduc du cerveau est obstrué, et si l'aqueduc du cerveau est obstrué, vous allez avoir une dilatation des ventricules, une augmentation du volume des ventricules, et le liquide cérébrospinal ne pourra plus s'écouler. Où va cheminer, où sort le liquide cérébrospinal? Où va-t-il aller, ce liquide cérébrospinal? Eh bien, ce liquide cérébrospinal va aller dans les espaces sous-arachnoïdiens. Et à ce moment-là, il va pouvoir cheminer dans les espaces sous-arachnoïdiens et il pourra être résorbé au niveau des villosités arachnoïdiennes. Alors maintenant, on va passer à un nouveau chapitre. Qu'est-ce que c'est que la substance nerveuse? Je ne vais pas vous faire un cours d'histologie, ce n'est pas mon but. Mais la substance nerveuse est formée en fait de neurones, d'une cellule nerveuse qu'on appelle le neurone. Cette cellule nerveuse va contenir un corps cellulaire, va avoir un axone et bien sûr des dendrites. Vous connaissez certainement mieux ça que moi. En fait, il faut différencier dans la substance nerveuse deux parties importantes.
Une partie qui va correspondre au corps cellulaire, que je fais en rose ici, et qui est en fait l'appareil fonctionnel de la substance nerveuse. C'est la partie qui va lui permettre d'intégrer des informations et de donner des informations. Et cette partie fonctionnelle porte des noms différents suivant la localisation dans le système nerveux central. Vous allez la connaître sous le nom de substance grise, et ça sera au niveau de la moelle. Vous allez connaître le mot de cortex au niveau de l'encéphale. Mais vous pouvez aussi entendre parler du nom, par exemple, de noyau. Dans tous les cas, quand vous entendrez parler de substance grise, de noyau, de cortex, il s'agira toujours de corps cellulaire et d'une partie fonctionnelle du système nerveux. On oppose cette partie fonctionnelle à une autre partie qui est constituée d'une part par les axones, d'autre part par les dendrites, et qu'on appelle la substance blanche. Et la substance blanche peut là aussi porter des noms différents. Ce sera l'appareil de transmission, et elle portera le nom de substance blanche au niveau de la moelle. Elle portera le nom de commissure, par exemple, au niveau de l'encéphale. Elle portera le nom de faisceau, de tractus. Etc., etc., etc. Donc, il faut bien différencier ces deux parties au système nerveux. Une partie fonctionnelle, qui sera la substance grise, les noyaux, le cortex, et une partie de transmission, et qui sera la substance blanche, qui porte le nom soit de substance blanche au niveau de la moelle, soit de commissure, de faisceau, etc. Donc on a vu une partie du système nerveux central, on a vu la classification des différentes parties du système nerveux central, on a vu que ce système nerveux central était situé soit à l'intérieur du crâne, soit à l'intérieur de la colonne vertébrale et protégé par des méninges. On a vu qu'il existait du liquide cérébrospinal qui était soit à l'intérieur de la substance nerveuse, soit à l'extérieur de la substance nerveuse. Et on a vu qu'il existait deux grandes parties à bien mémoriser, la différence entre la substance grise qui est fonctionnelle et la substance blanche qui est l'appareil de transmission des informations nerveuses. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Eh bien, il nous reste à voir, à redéfinir, et je pense que vous savez tous ça, le système nerveux périphérique et le système nerveux autonome. Et je pense que là aussi, vous savez tout. Donc, ceci sera simplement une révision. Donc, le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, on l'a déjà défini tout à l'heure, on a dit que c'était les nerfs crâniens et les nerfs spinaux. Donc deux parties bien distinctes. Les nerfs crâniens, quels sont-ils ? Eh bien, si je vous fais très rapidement un tronc cérébral, comme ceci, et si je vous coupe le tronc cérébral en arrière, les nerfs crâniens vont tous sortir du tronc cérébral, sauf deux. Il existe 12 paires de nerfs crâniens.
et je pense que vous connaissez les noms des nerfs crâniens. Les deux premiers, qui sont souvent numérotés, vous savez, les nerfs crâniens par des chiffres latins. Le premier nerf crânien, c'est le nerf olfactif. Or, le nerf olfactif, comme le nerf optique, sont des faux nerfs crâniens. Le nerf olfactif est une expansion directe du cerveau. On dit que c'est une expansion directe du télencéphale. On emploie le mot embryologique. Et le nerf optique est une expansion directe du diencéphale. Sur une vue, en fait, latérale, eh bien, on pourrait marquer ici le nerf optique, le 2, donc le nerf ophtalmique est une expansion directe du télencéphale, le nerf optique est une expansion directe de la substance nerveuse du diencéphale. On dit que ce sont des faux nerfs crâniens. Tous les autres nerfs crâniens vont sortir du tronc cérébral. Alors on va les nommer, il faut bien un jour. Le troisième nerf, c'est l'oculomoteur. Le nerf oculomoteur, on le verra avec le cours sur l'orbite, va aller innerver tous les muscles de l'orbite, enfin du bulbe oculaire, sauf 2. C'est donc un nerf, comme son nom l'indique, oculomoteur. Or, il existe 3 nerfs oculomoteurs. Le 3, le 4, qui est le nerf trochléaire, et le 6, qui est le nerf abducens. Ces 3 nerfs oculomoteurs vont aller rejoindre l'orbite, vont aller innerver le contenu de l'orbite et notamment les muscles contenus dans l'orbite. L'oculomoteur va aller innerver tous les muscles du bulbe oculaire, sauf 2, l'oblique supérieur et le droit latéral. Puisque l'oblique supérieur est innervé par le nerf trochléaire et que l'abducens est innervé que le droit latéral est innervé par l'abducens. Le 5, c'est le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, vous avez dû le voir ce matin, si je ne m'abuse. Non ? Il a fini ses cours, non ? C'est le nerf sensitif de la face. Le nerf trijumeau se divise en 3 branches, mais il va assurer toute l'innervation sensitive de la face. On lui adjoint un contingent moteur qui est destiné aux muscles masticateurs. Donc on a fait le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le 6e. Le 7e, c'est le nerf facial. Le nerf facial est le nerf moteur de la face, mais aussi qui a un contingent parasympathique d'une part et aussi un contingent sensitif. Mais c'est surtout le nerf moteur de la face. Le 8 est un nerf sensoriel. C'est le nerf cochléo-vestibulaire. Sensoriel pour l'équilibration et pour l'audition. Ensuite, nous avons 3 nerfs qui ont une fonction très proche, qui sont des nerfs, pour les 2 premiers, mixtes, parasympathiques, sensitifs, moteurs. Le 9, c'est le glossopharyngien. Comme son nom l'indique, il va aller assurer l'innervation sensitive
de la langue et l'innervation du pharynx. Le vague est un nerf extrêmement important pour tout l'organisme, puisque c'est le plus grand nerf parasympathique de l'organisme. Le 11, il porte le nom d'accessoire. Il porte en fait deux noms, accessoire ou spinal, dans l'ancienne nomenclature. Et en fait, là aussi, vous avez dû le voir, il a un contingent destiné au larynx, nerf moteur du larynx, et il a un contingent destiné au cou par sa branche spinale qui naît au niveau de la moelle cervicale et qui va aller innerver le sternocléido-mastoïdien et le trapèze. Enfin, le 12, qui s'appelle le nerf hypoglosse. Et lui, il est uniquement moteur. C'est un nerf moteur, c'est le nerf moteur de la langue. Tous les nerfs crâniens, en dessous de l'olfactif et de l'optique, tous, sauf un, naissent premièrement du tronc cérébral et deuxièmement de la face antérieure du tronc cérébral. Sauf un, qui est le 4. Le 4 naît certes du tronc cérébral, mais sur la face postérieure. Et donc, on peut très bien le dessiner comme ça. Le 4 va complètement contourner. Il naît sur la face postérieure, il contourne les pédoncules cérébraux et se retrouve sur la face antérieure. Et ça, nous le reverrons, bien sûr, à plusieurs reprises. Donc, tous les nerfs crâniens naissent du tronc cérébral, ça c'est une affirmation, sauf les deux premiers qui sont des faux nerfs crâniens. Et un seul naît sur la face postérieure, c'est le nerf trochléaire qui va naître sur la face postérieure et contourner les pédoncules cérébraux pour revenir sur la face antérieure. Alors, il nous reste à parler des nerfs spinaux, mais on le fera dans l'heure suivante. Et il nous reste à parler du système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome est formé de deux grandes parties. Une partie sympathique et une partie parasympathique. Le système nerveux autonome va assurer l'innervation viscérale. Le système nerveux autonome va avoir une partie centrale et une partie périphérique. Et en général, on oppose le système nerveux sympathique du système nerveux parasympathique. Pour comprendre le système nerveux sympathique, je vais devoir vous faire une coupe de la moelle. Et je vais vous faire une coupe de la moelle au niveau thoracique. Donc je vais anticiper sur le cours de 15 heures. Donc je vais vous faire une moelle que je vous décrirai tout à l'heure avec de la substance grise qui est centrale, de la substance grise qui est à la fois antérieure et postérieure, mais la particularité de la moelle thoracique, c'est d'avoir cette espèce, ce qu'on appelle d'ailleurs une corne ici, qui est une corne latérale. La substance grise dans la moelle est entourée de substances blanches. Ça, ce n'est pas nouveau pour vous. Nous sommes dans le système nerveux central. Nous sommes sur une coupe de moelle. Donc, ce centre au niveau de la corne latérale, situé au niveau de la moelle thoracique, correspond au système nerveux central sympathique. Il est situé entre le segment cervical, le 8e, et le segment lombaire, le 1er. Donc on dit que cette corne latérale de la moelle est située entre C8 et L1.
En effet, la moelle est une succession de segments qu'on ne voit pas du tout quand on regarde une moelle, et en fait qui va correspondre à l'émergence des nerfs spinaux. Là aussi, on va le revoir dans un instant. Donc, le système nerveux sympathique, les centres du système nerveux sympathique, sont situés entre les 8e segments cervicaux, 8e segment cervical de la moelle, et le premier segment lombaire de la moelle. Nous allons orienter notre schéma de telle sorte que la partie postérieure va se trouver en haut du tableau et la partie latérale ici. Partant de la moelle, et on anticipe là encore sur le cours suivant, eh bien, il y a une racine postérieure. La racine postérieure a comme particularité de se renfler, et ce renflement postérieur porte le nom de ganglion nerveux spinal. La racine antérieure va venir s'accoler à la racine postérieure, et ces deux racines vont former ensemble le nerf spinal. Le nerf spinal, un nerf spinal, ça mesure environ 1 cm. C'est tout petit, un nerf spinal. C'est pratiquement contenu dans un foramen intervertébral. À la sortie de ce foramen intervertébral, le nerf spinal immédiatement se divise en deux. Une petite branche postérieure qu'on appelle le rameau postérieur et une grosse branche. Il me faut encore un peu de tableau. Donc on va la faire plus petite. Une grosse branche, une importante branche antérieure, c'est le rameau ventral. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux autonome? Eh bien, je vais le faire en orange. Dans cette corne latérale de la moelle, il y a une fibre qui va sortir par la racine antérieure de la moelle, qui va cheminer dans le nerf spinal, mais très très vite, elle va sortir du nerf spinal. Et elle va sortir du nerf spinal pour se diriger vers des ganglions sympathiques qui sont latéraux vertébraux. Alors je vais vous en dessiner 2 ou 3. Donc il existe une chaîne sympathique latéro-vertébrale, et cette fibre sympathique qui naît de la corne latérale de la moelle va sortir et va rejoindre la chaîne sympathique latéro-vertébrale. Cette fibre est myélinisée, elle est blanche. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle sort du nerf spinal, elle va porter le nom d'un nerf qui sera blanc et qui sera myélinisé. C'est le rameau communicant blanc. Que lui arrive-t-il à cette fibre? C'est la fibre préganglionnaire. Elle va pouvoir rentrer dans la chaîne latéro-vertébrale et puis se terminer là. Et rentrer en synapse avec un second neurone qui, lui, sera tout petit et ne sera pas myélinisé, que je fais en rose, et qui va aller rejoindre le nerf spinal. Il va rejoindre le nerf spinal par un rameau communicant, mais ce rameau communicant sera gris. Donc le rameau communicant gris. Et là, ce neurone post-ganglionnaire
va aller rejoindre les rameaux antérieurs et postérieurs du nerf spinal. Et il ira innerver les vaisseaux, n'importe quel vaisseau, par exemple les vaisseaux du membre supérieur. Le neurone qui part de la corne latérale de la moelle thoracique, qui est donc sympathique, n'a pas cette seule destinée. Il va avoir d'autres destinées possibles. Il va pouvoir monter, descendre dans la chaîne latéro-vertébrale. Et il va se terminer parfois à distance de son origine, mais parfois aussi il va emprunter un autre nerf que vous connaissez tous, que vous avez appris l'année dernière, qui s'appelle les nerfs splanchniques. Ces nerfs splanchniques sont en fait la relation, la liaison entre la chaîne latéro-vertébrale et la chaîne prévertébrale. Et donc, ce nerf splanchnique vont aller rejoindre la chaîne prévertébrale. Alors, je ne fais qu'un élément. Donc, je reprends mon rameau qui naît de la corne latérale de la moelle. Il va sortir par la racine antérieure. Il va emprunter un rameau communicant blanc. Il va emprunter un rameau communicant blanc. Il va cheminer dans la chaîne latéro-vertébrale. Et puis, il ne va pas se terminer dans cette chaîne latéro-vertébrale. Il va emprunter un nerf splanchnique et il ira se terminer dans la chaîne ganglionnaire prévertébrale. Et c'est là simplement qu'il donnera son information aux neurones post-ganglionnaires. C'est dans la chaîne prévertébrale qu'il va rentrer en synapse avec le neurone post-ganglionnaire et qui, à ce moment-là, il ira innerver les viscères, par exemple, les viscères abdominaux. Donc, le système sympathique, eh bien, le système sympathique, il est médulaire, il emprunte les ganglions de la chaîne latéro-vertébrale, il emprunte les ganglions de la chaîne prévertébrale, et comme tout système nerveux autonome, il a un neurone préganglionnaire, myélinisé, et un neurone post-ganglionnaire, amyélinique, et il assure bien sûr l'innervation sympathique des viscères. Le système nerveux sympathique s'oppose en tout au système nerveux parasympathique. Et le système nerveux parasympathique, eh bien, il s'oppose au niveau des centres. En effet, le système nerveux parasympathique se situe au niveau des centres. Alors là aussi, je vais anticiper quelque peu sur les cours suivants. Il va naître au niveau du tronc cérébral. Donc voici une vue schématisée du tronc cérébral. Il va naître aussi au niveau de la moelle, mais non pas au niveau de la moelle thoracique comme précédemment, mais au niveau de la moelle sacrée. Donc les centres du système nerveux parasympathique sont situés au niveau du tronc cérébral. Le plus grand, c'est le centre qui correspond au nerf vague, au 10, mais aussi aux autres centres parasympathiques qui sont le 3, le 7 et le 9. Donc il y a 4 grands nerfs parasympathiques crâniens, le nerf oculomoteur, le nerf facial
le nerf glossopharyngien et le nerf vague. Et les centres parasympathiques sont situés, ce sont des noyaux, c'est-à-dire de la substance grise, situés au niveau du tronc cérébral. Mais il existe aussi un parasympathique pelvien. Et c'est la raison pour laquelle on dit que les centres parasympathiques sont situés aux deux extrémités du système nerveux, alors que les centres sympathiques sont regroupés au niveau de la moelle thoracique. L'un est éclaté et en différents noyaux aux deux extrémités du système nerveux, l'autre est situé, regroupé dans la moelle thoracique. Quels sont les nerfs parasympathiques ? Eh bien, les nerfs parasympathiques, je le répète, c'est le nerf oculomoteur, c'est le nerf facial, c'est le nerf glossopharyngien et c'est le nerf vague. Et c'est le nerf vague qui est le plus grand nerf parasympathique de l'organisme. Il existe aussi un parasympathique pelvien et qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que le modèle parasympathique se superpose au modèle sympathique ? Oui. Il existe un neurone préganglionnaire, il existe des ganglions nerveux parasympathiques, et là vous avez dû les apprendre dans les cours d'hier et d'aujourd'hui, et il existe un neurone post-ganglionnaire qui va aller jusqu'au viscère. Comment on fait pour arrêter tout ? Je sais ce qu'on va faire. Oh, c'est pas ça. Voilà. On arrête ?